Jouer au foot, mais seulement de son mauvais pied. Au basket, mais avec une main dans le dos. Commencer une partie de ping-pong avec 10 points de retard. On l'a tous déjà fait. Pour le petit frère, la petite sœur, le neveu, la nièce, pour faire semblant de laisser une chance tout en étant certain de notre côté de gagner chaque partie malgré tout. Mais que se passe-t-il le jour où, pour une fois, on perd ? En s'installant dans un pays inconnu dont il maîtrisait à peine la langue, Antonin partait avec 10 points de retard, jusqu'à ce qu'on lui propose de se refaire d'une bien curieuse manière. Vous écoutez Transfert épisode 204, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. En 2011, je suis étudiant à Grenoble. Je termine 2 années d'université et je décide de candidater pour un parcours à l'étranger, étant donné que la plupart de ma sphère sociale de mes amis, eux, vont partir dans des pays comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Donc ça me donne un peu envie. J'avais l'ambition de faire une école de commerce, mais je décide de reporter mon année et de partir à l'étranger, de faire comme les autres. Je candidate à Dublin, je suis sélectionné, on est en juin et 2 mois après, je m'envole pour une année complète d'Erasmus en Irlande. Pendant l'été, j'anticipe un peu les démarches pour trouver un appartement sur place et à ce moment-là, je m'inscris sur un site qui s'appelle daft.ie, donc c'est l'équivalent de Craigslist qu'on connaît tous aux États-Unis, au Canada. Et étant donné que je ne parle pas un mot d'anglais, donc j'ai terminé quand même 2 années d'université où le niveau d'anglais est relativement bas, je demande à un de mes amis qui lui a passé son baccalauréat international de m'aider. On écrit un petit mot, je me décris, aventurier, calme, facile à vivre, je recherche un appartement, j'explique un peu le contexte, je laisse mon numéro de téléphone. 5 minutes après, une personne appelle, un numéro inconnu, un numéro irlandais. Ne savant pas quoi faire, je donne le téléphone à mon ami qui, lui, décroche. Et à ce moment-là, une conversation commence. Une fois qu'il raccroche, mon ami m'explique que on me propose un appartement, du moins une chambre, à Dublin, en périphérie, à 45 minutes du centre. Les 3 premiers jours sont gratuits. Et ensuite, on passe sur un format de 10 € par jour. Pension complète, c'est-à-dire qu'on me fait à manger le midi, on me fait à manger le soir et je peux également dormir tout en cherchant un appartement. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de temporaire, le temps de trouver quelque chose dans le centre de Dublin. Je trouve la proposition intéressante, pour autant elle ne me convient pas étant donné que je souhaite immédiatement trouver un appartement dans le centre. Je continue mes recherches. À distance, c'est très compliqué. Le temps de mes recherches fait que l'ensemble des auberges de jeunesse sont complètes. Donc je me retourne vers cette personne et je lui demande si sa proposition tient toujours. Celle-ci me répond que oui, il a plusieurs chambres, donc dans tous les cas, il aurait une place pour moi. Donc j'accepte. À ce moment-là, je reçois 2 éléments, le numéro d'un bus et le numéro d'une ville ou d'un arrêt de bus. J'arrive à Dublin, j'arrive à l'aéroport, je prends le bus. Je fais 45 minutes de trajet, je m'arrête à l'arrêt recommandé, je passe un coup de fil à la personne qui m'avait proposé la chambre, et celle-ci vient me chercher, Mercedes, vitres teintées, j'étais dans une petite ville avec une boulangerie, une église, donc déjà je ne savais pas trop à quoi m'attendre. La Mercedes arrive, la personne sort de la voiture, et là je me retrouve nez à nez avec une personne de 82 ans, qui avait une très bonne mobilité, cela dit, qui était vraiment en forme, et qui me propose immédiatement de monter dans la voiture et qu'on se dirige directement vers sa maison. Donc là, on passe quelques rues, on tombe dans un lotissement avec une résidence pavillonnaire, que des très grandes maisons, et on s'arrête chez lui. La personne vivait seule, dans une maison avec, je pense, un peu plus de 4 chambres, et on commence la visite de la maison. Là-dessus, je demande de prendre un temps de pause et de téléphoner à ma mère pour lui annoncer que j'étais bien arrivé. En revanche, cette personne insiste et me propose de continuer le tour de la maison parce qu'il y a une salle que je n'avais pas encore découverte. Et donc là, on visite donc la maison, on va dans le jardin et il me montre une salle d'arcade dans laquelle se trouve un tapis de course, on va savoir pourquoi, un baby-foot et un flipper. Et au milieu de cette salle se trouvait une table de ping-pong avec les raquettes encore chaudes posées des 2 côtés de la table et les balles à portée de main.
Donc j'avais déjà posé mes affaires, j'avais toujours pas téléphoné à ma mère, mais la personne de 82 ans me propose de jouer au ping-pong, que j'accepte volontiers étant donné que j'étais l'invité et que je me voyais mal refuser cette proposition. On commence à jouer au ping-pong et très rapidement il me propose de faire des matchs, c'est-à-dire de faire un match en 11 points et de voir un peu comment je me débrouille. Ce qu'il ne sait pas à ce moment-là, c'est que j'ai fait 5 années de ping-pong en compétition. Donc, il avait affaire à un adversaire un peu plus coriace que ce à quoi il s'attendait. Donc, il n'a pas réussi à marquer beaucoup de points. On continue à faire la visite de la maison. Je téléphone donc à ma mère. Et ensuite, on passe un peu du temps ensemble. On se découvre, on se parle, on apprend à se connaître. Il s'avère que cette personne est également un fanatique d'équidés, donc de chevaux et de poneys. Il me montre beaucoup de vidéos de personnes à qui il a appris à donner des coups de cravache, c'est-à-dire à faire avancer le cheval. Et très rapidement, il me propose aussi, ou il m'annonce qu'il souhaite m'emmener au centre équestre un week-end, à moi de choisir la date, pour qu'on puisse ensemble faire du poney. Je commence à trouver l'histoire un peu étrange. Je suis assez alerte, je fais attention, je me demande à qui j'ai affaire. Le premier jour passe, on se revoit au petit déjeuner, il me fait à manger avec des saucisses, un café avec de la crème. Là-dessus, je n'avais pas le choix. Et très rapidement, on rejoue au ping-pong. Il me propose de jouer à un jeu qu'il appelle le 5-5-6, donc le 5-5-6. C'est-à-dire que sur 11 points, il commence avec 5 points. Donc j'ai un handicap de 5 points. Si je gagne le match, je reçois une somme d'argent, donc 5 euros. En revanche, si je perds, il est censé me donner 6 coups de cravache. Il a une collection de cravaches assez importante chez lui. Il en a une bonne vingtaine de tous les pays du monde. Et l'objectif était que je choisisse une des cravaches, que je me positionne sur la table de ping-pong et qu'il puisse me donner 6 coups de cravache. Une fois la proposition faite, je ne montre aucune émotion vis-à-vis de la personne qui m'héberge. Pour autant, j'ai relativement peur. Je me demande à qui j'ai affaire et de nouveau, je me dis que cette personne est extrêmement étrange. Pour autant, je pense avoir un peu le goût du risque et en même temps, je pense avoir un niveau de ping-pong qui me permet de ne pas perdre malgré un handicap de 5 points. Et troisième paramètre, je suis assez intéressé par le gain financier que me propose ce jeu. Étant donné que pour partir à Dublin, j'ai dû travailler, j'ai 3 bourses obtenues différentes qui sont la bourse Erasmus, la bourse de la région et également la bourse du Crous. Donc je prends le risque et je continue à jouer. On continue à jouer, je gagne et je repars avec 15 euros. Donc nous sommes le 2e jour, je n'ai toujours pas payé de nuit et j'ai déjà un bénéfice de 15 euros. Je me dis que je vais continuer à jouer. Le temps passe, on discute, on se lie un peu d'amitié, on rejoue au ping-pong plusieurs fois. Il réalise qu'il n'a aucune possibilité de gagner et il décide de monter les enchères. Donc on passe à ce moment-là sur un format de 9-10-6. Lui commence avec 9 points sur un total de 11 points. Je gagne 10 euros si je gagne le match et il me donne 6 coups de cravache si je perds le match. J'accepte ce défi, bien que plus compliqué que le précédent. Donc là, il y avait un risque que je perde. Et effectivement, je gagne les 2 premiers matchs. Le 3e, je perds. La personne qui m'héberge va chercher un portant de cravache, sa collection, et me demande de choisir ma cravache préférée. Je me plie à la sentence et je décide de choisir la cravache russe avec des pompons, une cravache rose, la plus originale de la série. La personne me demande donc de m'abaisser, de me poser sur la table de ping-pong et me donne ces fameux 6 coups de cravache. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même des coups de cravache à sensation nulle. La personne ne donne absolument aucune puissance, ne met aucune agressivité dans son geste. Je reçois les 6 coups de cravache que j'accepte. J'essaie de ne penser à rien. Je suis assez indifférent vis-à-vis de la situation. Je sais que j'ai gagné jusque-là plusieurs matchs, que j'en regagnerai plus tard. Donc, je suis obligé à un moment donné de passer par cette étape.
J'ai aucune émotion. J'essaye d'ailleurs de ne pas en avoir. Je vois la chose comme purement un jeu et un jeu financier qui va donc m'apporter un billet à la fin. Et étant donné que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la compétition et le challenge, c'est aussi quelque chose qui me plaît, sans pour autant apprécier le geste proposé. J'ai eu un peu peur au départ, mais plus dans le cadre de la proposition plutôt que dans le geste. Une fois que la personne a commencé à agir, je n'ai absolument rien ressenti. Je n'ai eu aucune crainte, aucune peur. Je savais que c'était des coups très modérés, mais vraiment la peur était complètement mise de côté, étant donné qu'on avait pu discuter. Je savais qu'elle ne me ferait absolument aucun mal et qu'elle n'irait pas plus loin. Les jours passent, je cherche un logement à Dublin. J'emménage donc quelques jours après, donc je reste au total chez cette personne une quinzaine de jours. Et dans l'ensemble des matchs de ping-pong réalisés, je gagne environ 150 €, donc uniquement de gains, étant donné que j'avais quand même dû payer mes nuits. Donc si on fait les comptes, je n'ai payé aucune nuit de ma poche, donc je suis resté à titre gracieux 15 jours chez cette personne, et je suis reparti avec 150 € en poche. Un jour, il me propose d'aller au restaurant, mais cette personne aimait beaucoup les restaurants assez chics. Donc j'y suis allé un peu à reculons et je lui ai rapidement annoncé que je n'aurais pas les moyens pour payer l'addition. Il sourit, il me demande de choisir le plat que je voulais et que je devais pas trop me poser de questions. Je mange bien, je prends un dessert et effectivement la note était assez élevée. Il la paye dans son intégralité et m'explique qu'il a un nouveau contrat à me proposer, que je n'ai pas besoin de le rembourser. En revanche, qu'il va transformer mon addition en coup de cravache. Donc une addition d'environ 30 € nécessitait de revenir à la maison, d'aller dans la salle d'arcade, de se poser sur la table de ping-pong et de recevoir 30 coups de cravache. J'ai accepté une nouvelle fois cette proposition, qui s'est passée plusieurs fois. Nous sommes allés, je pense, 2 ou 3 fois au restaurant. Et donc à chaque fois, il transforme le montant de l'addition en coup de cravache. Au moment de mon déménagement, donc je quitte le logement et je commence ma vie irlandaise, ma vie à Dublin. Je pose mes affaires dans le centre, je rencontre mes 2 colocataires irlandais. Je me lie rapidement d'amitié avec eux, étant donné que j'ai bien appris l'anglais sur ces 2 dernières semaines. Je commence l'université, je vais en cours, je me fais des amis et j'ai quand même beaucoup de temps libre. J'ai quand même beaucoup de temps entre les cours, j'ai quand même des soirées qui sont libres et je décide de garder contact avec la personne qui m'a hébergé au début de mon séjour irlandais. On s'écrit beaucoup, il me propose également de se revoir et donc parfois je me rends chez lui, je prends le bus, j'arrive chez lui, il a préparé un dîner et à chaque fois on va dans la salle d'arcade et on rejoue au ping-pong. C'est arrivé, je pense, une dizaine de fois, donc j'y allais environ tous les mois pour prendre de ses nouvelles d'une part, pour passer du montant d'autre part, pour également améliorer mon anglais. Parce que c'est vrai qu'avec les étudiants de la ville, on n'a pas le même langage qu'avec une personne qui a beaucoup d'expérience et qui est d'ailleurs prof d'anglais à l'université. Et donc je continue à passer beaucoup de temps avec lui. Je décide d'en parler autour de moi pour voir les réactions. J'en parle à ma mère. C'est la première personne à qui j'en parle, à qui j'explique la situation, à qui je raconte ce qui m'est arrivé. Elle ne me croit pas. Elle pense que je lui fais une blague. Elle ne s'inquiète absolument pas et je n'insiste pas. Ensuite, je fais un Skype avec 2 copains à qui je raconte l'histoire. Eux me croient, pensent que je rajoute quelques éléments. C'est difficile de les convaincre, mais ils pensent plutôt que je dis la vérité. Et c'est vrai que pendant le Skype, donc la personne qui m'héberge vient dans la chambre et se présente à eux. Une des 2 personnes que je mentionne ici décide de venir passer le Nouvel An avec moi à Dublin. Donc prend son billet, me rejoint chez moi dans le centre de Dublin. On passe un peu de temps ensemble. Et le lendemain du Nouvel An, après une soirée bien arrosée, on décide d'aller rendre visite à cette personne. Il nous invite au restaurant, tous les 2, nous propose un restaurant assez célèbre sur Dublin pour son ragoût irlandais qu'on n'avait jamais goûté jusqu'à présent. C'est absolument infâme, mais ça coûte très cher. La personne me propose donc de payer l'addition pour mon pote et pour moi en coup de cravache.
Donc naturellement, il fait cette proposition et mon ami réalise que tout ce que je disais jusqu'à présent était totalement vrai. Il nous récupère en voiture après le restaurant, il nous emmène chez lui. Je reçois les coups de cravache pour mon pote et moi et on commence à jouer au ping-pong. Et donc c'est à ce moment-là que tout se dévoile. Mon pote comprend tout à fait pourquoi j'ai fait ça et en fait a eu les mêmes échanges que moi avec c'est-à-dire qu'il a eu le temps de discuter, de dialoguer, de réaliser que cette personne n'était pas malveillante, n'était pas vile, avait quand même de bonnes intentions, mais malgré tout avait cette déviance qui était de donner des fessées, de donner des coups de cravache, mais comprend tout à fait que j'ai pu accepter cette situation. Je continue à aller voir régulièrement cette personne. On continue à échanger, on est assez proches. Elle est très fatiguée, elle a plus nécessairement envie de jouer au ping-pong, même si c'est son activité de prédilection. Donc, elle me propose de changer un peu le format, donc de mettre le jeu de côté et de garder uniquement la partie gain, donc victoire ou perte. Et effectivement, on passe sur un format de jeu qu'il appelle le Eurosmax. Donc 1 euro égale une fessée. Et toujours, ça se passe toujours dans la salle d'arcade. Il me demande de me mettre sur la table de ping-pong, me donne donc un coup de cravache, très doucement, et me demande si je souhaite en avoir un second ou pas. À chaque fois que je réponds oui, il continue et il est censé donner un coup un peu plus fort que le précédent. Et chaque coup équivaut à 1 euro. On peut monter les gains comme ça. Et donc, il dit once max, et moi, je dois dire mort ou stop. Et généralement, je ne m'arrête pas là, donc je suis constamment dans la demande du coup supplémentaire. Et il a une limite à 20. Donc, généralement, on allait d'un coup à 20 coups et il me donnait un billet de 20 euros et on arrêtait le jeu à ce moment-là. Après avoir passé 1 an en Irlande, je rentre en France, je rentre chez mes parents, toujours avec la perspective donc d'intégrer une école de commerce. Sauf qu'à ce moment-là, je change un peu mes ambitions, je change un peu mes perspectives de cursus et je décide de postuler au parcours international de l'école que je vais intégrer, qui est un cursus qui est très difficile d'accès, qui nécessite donc d'écrire un certain nombre de lettres de motivation et de passer quelques examens. Je sollicite la personne qui m'a hébergé à Dublin, le donneur de coups de cravache, avec qui j'ai beaucoup lié d'amitié, et il m'aide à rédiger mes lettres, il m'aide à préparer mes examens, il m'accompagne beaucoup dans cette démarche, et effectivement, je suis sélectionné, je participe à ce cursus et j'intègre donc la filière internationale de l'école. C'est une filière qui demande beaucoup, qui est assez exigeante, notamment en langue. L'intégralité des cours sont en anglais. L'intégralité des rendus, des travaux et des devoirs sont également en anglais. Donc à ce moment-là, je continue à solliciter cette personne et lui demander de revoir mes écrits. Toujours très réactif, toujours très dans l'accompagnement. Il m'aide beaucoup et il me permet de réaliser une très bonne année. On continue à échanger au-delà de l'aspect professionnel, de l'aspect universitaire, mais plus pour se donner des nouvelles, savoir comment cette personne va, comment moi je vais, échanger en anglais, ça me permet aussi de travailler mon écrit, d'échanger des mails et c'est assez agréable, ça donne un peu une facette différente de la vie que je vis à ce moment-là, de simplement travailler, avoir des cours et sortir avec d'autres étudiants, mais plus avoir un échange avec une personne qui a beaucoup d'expérience, qui a des choses à dire, qui m'apprend beaucoup. J'aime beaucoup ça, étant donné que j'ai une petite famille, on se voit pas beaucoup et ça me donne un peu une figure paternelle à laquelle je me rattache et donc très très facilement, très naturellement, je continue à dialoguer avec cette personne et à communiquer avec cette personne. Arrive le moment où je ne reçois plus d'emails de sa part. J'ai beau relancer, j'ai beau insister. Il y avait beaucoup de questions dans le dernier email que je lui avais envoyé. Je n'ai rien. Je m'inquiète pas. Je pense qu'il n'a plus très envie de me répondre. Mais j'essaie de comprendre ce qui se passe quand même. Je gratte un peu, je fouille sur Internet, je fais quelques recherches et je commence à tomber sur un site qui répertorie les récents décès. On peut filtrer sur les villes. Je filtre sur Dublin et je commence à rentrer son nom, son prénom et effectivement, je réalise à ce moment-là que cette personne est décédée il y a quelques semaines. Je suis un peu triste,
Je réagis un peu mal parce que je me dis qu'il a dû mourir seul. C'est quelqu'un qui n'a pas de famille, qui a toujours eu peur de la solitude. C'est aussi la raison pour laquelle il avait toujours l'envie et la volonté d'avoir des étudiants chez lui, ou du moins quelqu'un qui soit présent à ses côtés dans sa maison si jamais il lui arrivait quelque chose. Et donc la première réaction que j'ai eue, c'est de me demander si effectivement il n'était pas mort seul. Et donc ça m'a fait beaucoup de peine vis-à-vis de ça. J'étais vraiment la seule personne avec qui je pense il avait contact. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup autour de moi. J'ai aucun problème à raconter cette histoire, mais les réactions sont souvent différentes que celles attendues. C'est vrai qu'il y a beaucoup de stupéfaction ou d'étonnement de la part des gens à qui je raconte cette histoire. Et la première question qui se pose, c'est pourquoi j'ai accepté ça ? Pourquoi j'ai accepté qu'une vieille personne me donne des coups de cravache en échange d'un billet de 5 ou 10 euros ? La réponse est très simple. J'avais besoin d'argent et je n'ai absolument pas vu le problème. Tout ça complété par une personne qui n'avait pas mauvais fond, qui était très bienveillante, qui était là pour moi, qui était très accueillante, qui me parlait beaucoup, qui m'expliquait beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses et avec qui j'ai eu de vrais échanges et avec qui je me suis lié d'amitié. C'était une relation saine et très simple qui fait que j'ai naturellement accepté certaines choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne m'a jamais forcé, il m'a toujours fait des propositions sans m'imposer quoi que ce soit. J'avais l'occasion et l'opportunité de dire non, de sortir de cette situation. C'est moi qui ai décidé de rester parce que j'avais l'impression de pouvoir analyser et contrôler la situation et les risques. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je pense que je le referais, mais si c'était une nouvelle fois à refaire, dans la même situation, avec le même contexte, les mêmes éléments, j'y retournerai avec grand plaisir, sans me poser la moindre question. D'une part, pour avoir vécu cette expérience-là, et d'autre part, parce que la personne que j'ai rencontrée m'a étonné, m'a séduite et m'a appris énormément de choses. Je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. J'ai quand même posé un certain nombre de questions à la personne pour comprendre pourquoi il proposait ce genre de geste ou de punition ou de sentence. Il n'a jamais voulu me répondre et c'était encore une fois une expérience humaine assez inédite. Vous venez d'écouter Transfert, épisode 204, un témoignage recueilli par Adélaïde Tenaglia. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz. Montage et réalisation, Victor Benamou. Prise de son, Benjamin Septem-Ours. L'introduction de cet épisode a été écrite par Benjamin Septem-Ours et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.